Audio Jungle. Et déjà, ça passe tellement vite. Ne vous n'y méprenez pas, l'année va filer. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 janvier 2018. C'est le deuxième rendez-vous de la semaine. Bienvenue, c'est Matin Bonheur. C'est Matin Bonheur, effectivement. Et ce jour, vous aurez droit au droit et également à la rubrique Entreprendre qui vous donnera les clés afin de maîtriser votre comptabilité. Et aussi, nous aurons une incursion dans le monde technologique avec les nouvelles technologies automobiles avec notre spécialiste Noël Kofi qui nous parlera de choses et d'autres magnifiques. Sans oublier Fatim Djedje qui est à son poste. Avec elle, on verra la revue de presse et la titrologie qui démarre maintenant. Bonjour Nessie, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Le procès pour complot contre l'État, la crise au sein de la FIF et la Cour des comptes sont les principaux titres des journaux de ce mardi 9 janvier 2018. Fraternité Matin, titre donc revient sur l'installation de la Cour des comptes hier. C'est une institution clé de la bonne gouvernance, affirme donc le chef de l'État. Au sujet de l'affaire du droit de visite à Simone Gbagbo, le procureur répond aux accusations de Maître Djedje. C'est une autre affaire judiciaire qu'on retrouve à la une de l'Inter. ABI craque et pleure à la barre. Voici ceux qui voulaient faire le coup d'État. Comment j'ai sauvé Ouattara et Soro. On retrouve le président de l'Assemblée nationale sur la même une. Soro dévoile son objectif après sa première réunion au siège du RDR. Le parti au pouvoir est à la une d'une journal bleu, Notre Voix, qui va donc apparaître et qui titre « La leçon du RDR au FPI » et parle d'une paix des braves rue Lépic. Au sujet de l'éducation nationale, eh bien, les instituteurs menacent de tout bloquer. L'éléphant déchaîné lui décerne les bons et les bons moins points au gouvernement d'Amadougon Koulibaly 2017. Alors Ahmed Bakayoko est monsieur avant 2011, Bruno Koné c'est monsieur 200 et Alain Donvaï c'est monsieur otage. Une information que j'aurai l'occasion de développer dans le courant de la semaine. Soir Info maintenant revient sur la situation préoccupante à l'ouest. Après l'attaque mortelle à un corridor, les assaillants reviennent à la charge. Un militaire abattu à Yopougon, un infirmier par contre, c'est à Yopougon, un infirmier de la PMI est tabassé par le parent d'un enfant décédé et les agents de la santé se rebellent à ce sujet. Et pour finir, le quotidien Le Jour propose un dossier spécial consacré aux plages de Port-Bouët et Modeste où un nouveau type de prostitution a vu le jour. On apprend aussi l'arrestation de 3 faux militaires pris en flagrant délit de racket. La revue de presse, c'est à 6h45. À tout à l'heure. Merci. On reviendra bien sûr sur tout ce qui est information dans un autre format. C'est aux alentours donc de 6h27 ou 30 minutes avec notre journaliste. Vous le savez, il y a toujours une incursion, bien sûr, du journal dans Matin Bonheur, tous les jours, n'est-ce pas Nessie. Alors Nessie, aujourd'hui c'est le 9 janvier 2018, je ne me suis pas trompé. Vous avez parlé donc de droit. Quel sera le thème du droit ce jour? Alors aujourd'hui, on parlera d'un thème qui est vieux comme le monde, mais qui ne prend aucune ride, parce qu'il est toujours d'actualité. Le harcèlement sexuel au travail, il existe, mais à quel moment parle-t-on de harcèlement sexuel au travail et quels sont les recours juridiques? On en parlera aujourd'hui avec un avocat, M. Kiyo Biankone. Il viendra nous éclairer sur la question du harcèlement sexuel au travail. Oui, le harcèlement sexuel au travail et surtout avec la résonance particulière que le harcèlement prend par rapport à l'affaire Weinstein et puis aussi dans nos entreprises, dans nos sociétés, surtout en Afrique où il y a beaucoup de pudeur, les gens ne se prononcent pas beaucoup. On reviendra là-dessus sur un thème très important. Dès maintenant, vous pouvez aller sur notre page, sur le hashtag Matin Bonheur afin d'avoir des réactions, vos suggestions. C'est très important, c'est aux alentours de 7 h. Mais avant, on a le temps de décompresser et surtout de faire un peu de sport. C'est la gym.
Salut Eva, salut Marco, salut chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, nous allons faire toute une panoplie d'exercices pour travailler tout le corps. Donc on part directement avec des échauffements. Vous allez avoir besoin en fait d'une paire d'haltères ou bien de bouteilles remplies d'eau, de sable mouillé, comme vous voulez. Ok. Et puis on part là, regardez. On tend les bras au-dessus de la tête. Ok. On fléchit légèrement les jambes et on part chercher la pointe des pieds là. 1, 2, ok, on va en faire 10. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va enchaîner avec des talons aux fesses. Là, et on tend les bras, on s'attrape, ok. Allez, on fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va faire des step touch inversés, ok. C'est-à-dire, vous fléchissez légèrement la jambe et on part là. 1, on revient. 2, on revient. Pour nous qui pouvons faire avec des impacts, on part 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va essayer d'en faire 10. Allez, on prend les haltères pour le faire. Chez vous à la maison, sans impact, vous pouvez le faire aussi. Suivez-nous. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus bas, 8, 9 et 10, super. Allez, on souffle 10 secondes et on repart encore. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on va partir maintenant avec coup de pied et coup de poing croisé. Là, 1, 2, 3, ok. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, chez vous à la maison, si vous ne pouvez pas tendre la jambe comme ça, c'est simple, vous faites 1, 2, 3. Vous passez la main au-dessus du genou, d'accord? Allez, nous on reprend ici, ok? 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, le dernier exercice que je vous propose, on fléchit légèrement les jambes là, ok. On tend les bras le long du corps. On tend un bras en avant et l'autre bras en arrière en gardant le dos bien droit. Voilà ce que ça donne de profil. On est là, on ne descend pas trop bas, ok. On casse légèrement le dos volontairement, juste au niveau des lombaires pour garder le dos bien droit. Et puis on part là. 1, 2, d'accord. On va en faire 10, 2 fois. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne plie pas les bras. 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, vous soufflez. On reprend cet exercice une dernière fois. Ok. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Super. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, veillez à bien vous hydrater, buvez assez d'eau, ok? C'est très important pour vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Yes. Merci beaucoup au coach Fabio qui chaque jour nous gratifie de ses méthodes très spéciales afin de nous permettre d'être toujours en forme. Vous étiez au sport hier, vous avez fait quel Oui. mouvement vous? Parce qu'elle, chaque fois après l'émission, c'est sport. Hein. Je fais le vélo, je fais Cardio, le tapis, cardio. je fais un peu de cardio, Ouais. un peu de tout. Et Ouais. aujourd'hui, ça sera également la même chose. Mhm. Allez Marco, vous connaissez, vous avez déjà vu des singes, vous? Des singes, oui. Où? C'était où? À Mans, à Mans. À D'accord. Mans, à Mans, oui, à Mans.
Bon, moi, c'était au zoo. Zadipleu, c'est ça, non? Zadipleu. Zadipleu. Zadipleu, je ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai vu des singes. Ah bah, sur des arbres, des singes sacrés. Hein. Des singes sacrés. Ouais. D'accord. En Thaïlande, il y a un village où les singes sont rois. Voilà. Donc, on part pour le No Comment en Thaïlande, visiter un village où les singes sont rois. Wow, c'est comme les singes sacrés de la forêt de Gbepleu. Zadipleu, je pense que c'est la cascade. En tout cas, on va vérifier. Parlons de singes, Nessi. Il y a une marque de vêtements vraiment qui se retrouve au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux après la publication d'une photo affichant un suite. Et c'est écrit là-dessus, le singe le plus cool de la jungle, et c'est porté par un enfant noir et c'est devenu viral. C'est devenu viral, malheureusement, je ne sais pas. Les marques doivent faire très attention, très attention, parce que là, il y a une marque de cosmétiques, de produits cosmétiques qui était également dans le viseur, hein, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que cette marque-là déclinait plusieurs teintes. Elle a été taxée de raciste, qui encourageait au décapage. Ensuite, on a eu plusieurs polémiques de grandes marques. Et cette fois-ci, là, c'est cette marque de vêtements qui met en avant un petit garçon avec cette inscription. Vraiment, vous devez faire très attention quand vous lancez vos différentes campagne de communication marketing. On poursuit, Marco. Oui, sans oublier aussi, hein, pour terminer avec ce volet triste-là, parce que nous sommes en 2018, mais il y a toujours des comportements comme ça qui frisent donc l'inhumanité, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a le footballeur Blaise Matuidi également qui a été victime de cris de singes. Voilà, ça existe encore malheureusement dans le 3e millénaire. Mais bon, nous allons laisser tranquillement ces sujets qui nous n'ont pas la race humaine et puis aller tout droit donc, dans un autre sujet qui nous permet peut-être de nous rassembler, parlant de cohésion sociale. C'est le premier reportage de cette édition de Matin Bonheur. Que pense la population en fait de la cohésion sociale? Après une crise post-électorale particulièrement violente, la Côte d'Ivoire a renoué avec un climat apaisé depuis fin 2011. Sur le chemin de la reconstruction de cet État considéré comme l'un des plus prospères d'Afrique, le régime du président Alassane Ouattara a fait de l'inévitable cohésion sociale son cheval de bataille. Un terme que les Ivoiriens ont dû intégrer dans leur vocabulaire. Quand on parle de cohésion sociale, nous parlons d'abord de paix. Nous parlons d'abord d'harmonie entre les citoyens d'un État ou d'une nation. La cohésion sociale, à mon sens, c'est d'abord la conscience d'appartenir à une même communauté et comprendre que nous sommes
dépendants les uns des autres. Si on n'a pas compris cette réalité fondamentale, tout ce que nous pourrons faire dans le sens de la cohésion sociale peut ne pas atteindre les objectifs que nous recherchons. La conception de la cohésion sociale fait quasiment l'unanimité. Mais sur le terrain de la réconciliation, les positions, elles, sont encore tranchées. C'est moral, c'est pas physique, c'est moral. Chacun vit avec ça dans la tête. Chacun vit avec ça dans la tête. C'est pas comme dans les années passées, c'est pas comme dans les années antérieures. La crise post-électorale a fracturé le moral des gens. Jetons un regard derrière nous. Il y a quelques années, nous étions dans une situation où on se regardait en chaîne de faïence. Mais aujourd'hui, la méfiance, le mur de la méfiance est rompu. Ce mur s'est brisé. Les Ivoiriens se fréquentent, les Ivoiriens se parlent, les Ivoiriens travaillent ensemble. Ceux qui sont en exil, leur pays c'est la Côte d'Ivoire. Donnons-leur les garanties nécessaires pour qu'ils rentrent dans leur pays, sans toutefois demain qu'ils soient poursuivis par un quelconque procès. Qu'ils rentrent délibérément, l'État a déjà fait venir certains exilés. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils traînent, ils font leur activité. Il y a d'autres qui ont été insérés dans certains tissus sociaux. Pourquoi ne pas appeler les autres? Ressouder le tissu social après plusieurs crises. Un travail de longue haleine. Pour y arriver, le gouvernement ivoirien a sa méthode. Discussion constante avec l'opposition politique. Création d'un ministère dédié à la cohésion sociale. Et puis, la responsabilisation des jeunes, acteurs majeurs des crises survenues dans le pays. Notre démarche, c'est de réapprendre aux jeunes les meilleurs comportements pour faire d'eux ce que nous appelons dans notre département ministériel des jeunes Ivoiriens nouveaux, des jeunes IN. C'est de faire pour nous un jeune qui est conscient de ses droits et devoirs vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, vis-à-vis de sa communauté, mais aussi être un jeune qui est engagé, qui est travailleur et qui est discipliné. La jeunesse au centre de la cohésion sociale, retour organisé des exilés politiques, libération de prisonniers de la crise post-électorale, autant d'efforts déployés qui ne sont toujours pas suffisants aux yeux d'une partie de la population. Comme quoi, le chemin de la reconstruction est le chemin des grands défis. Merci beaucoup pour ce reportage qui parlait de la cohésion sociale. On va aborder un autre pan de notre matinale. Il est avec nous. Noël va nous parler de technologie. C'est parti. Bonjour Noël Kofi. Les nouvelles technologies automobiles, hein, c'est le sujet ce jour-là. On a donc les voitures connectées, les voitures autonomes et puis l'intelligence artificielle. Vous le savez, mesdames et messieurs, avec Noël, on fait vraiment un grand saut dans la technologie multiforme. Exactement. Alors aujourd'hui, on ira directement vers l'existant, donc ce qui se fait aujourd'hui en matière de nouvelles technologies automobiles, mais on ira également à demain, les technologies de demain, et on ira carrément au-delà, les technologies d'après-demain. C'est comme ça qu'on les appelle. Wow. Et donc, on va déjà démarrer, je pense, avec les nouvelles technologies automobiles. Donc, elles sont basées déjà sur tout ce qui concerne Internet. Aujourd'hui, comme les smartphones évoluent très vite, donc les voitures, l'automobile, la technologie automobile a tendance à rattraper les smartphones aujourd'hui. On parle aujourd'hui de voitures connectées. Elles sont basées donc sur un écran central qui permet de nombreuses applications. Donc la majorité des voitures modernes sont équipées d'un écran interne. Cet écran est la plupart du temps soit commandé par des fonctions sur le volant, des touches sur le volant, ou alors il est directement tactile, avec de multiples applications, hein, des applications qui gèrent le multimédia, qui gèrent le téléphone, qui gèrent également la navigation GPS. Donc c'est assez pratique. On peut directement tracer un itinéraire, définir un trajet, d'où on va, et la commande se fait aussi bien vocale. Donc ces écrans permettent également de gérer toutes les commandes internes à la voiture, l'éclairage, les fonctions internes. Et elles sont livrées parfois avec même des télécommandes pour les utilisateurs à l'arrière des véhicules. Ils ne sont pas oubliés, ils ont également leurs écrans qu'ils peuvent manipuler pendant la circulation. Donc c'est quand même très pratique, la technologie va très vite. Mais est-ce que nous pouvons acheter ce genre de voiture? Oui, pourquoi pas. Merci. Bientôt, les prix seront bradés. Tout à fait, et ça vient. Ouais. Alors aujourd'hui, les véhicules communiquent. Et elles communiquent entre elles, les voitures communiquent entre elles carrément. Les informations recueillies par un véhicule sont transmises directement au véhicule qui suit. Donc l'exemple est pratique avec là, le véhicule qui est devant dans cette file sur l'autoroute. Si le véhicule avant a une situation d'urgence et il freine, l'information est transmise via les capteurs aux véhicules qui sont à l'arrière, et le dernier véhicule carrément à l'arrière du camion qui n'a aucune visibilité sur ce qui se passe avant peut anticiper sur l'action et freiner, donc s'immobiliser en temps voulu et donc éviter la collision avec les autres. Ce sont des informations qui sont transmises vers des serveurs et partagées entre tous les utilisateurs.
on passe carrément à la fonction pour la pompe, par exemple. Donc, le véhicule a des capteurs internes qui analysent le carburant, la quantité de carburant qui reste, et peut donc indiquer au véhicule le lieu où il peut aller faire le plein. Donc, il y a des applications météo. Il y a également la fonction commande vocale qui permet de passer des appels audio carrément main libre. Donc, on n'a plus besoin de manipuler des boutons. Et donc, toutes ces applications sont liées à tout ce qui est Internet. On peut donc recevoir ses mails, on peut continuer son travail directement en situation de mobilité et c'est très pratique, aussi bien les réseaux sociaux. Et les véhicules communiquent carrément entre eux et communiquent également avec la route. On parle donc de route intelligente carrément. Ces informations permettent donc de transmettre... Par exemple, un véhicule qui a la priorité peut transmettre l'information aux véhicules qui sont devant, qui vont lui céder le passage. Mais également l'état de la route. Si un véhicule rencontre une flaque d'eau, un terrain glissant, il peut transmettre l'information aux autres véhicules qui vont anticiper cette zone. Quand vous parlez d'état de la route, on parle des routes officielles, les routes normalement reconnues. Parce que je pense à certaines routes où vraiment cette voiture risque de se perdre. Hein. Les pistes. C'est vrai que ça peut arriver, mais ce sont des équipements, je pense, qui vont venir. Ça parle de l'état de la route, mais ça se passe, ça s'installe. Parce que si cette voiture emprunte la côtière, mon Dieu, quel supplice. Ça va être délicat. Ça va être vraiment délicat. Ouais. Et donc, les informations, les véhicules communiquent et donc on peut anticiper sur les actions et éviter un utilisateur qui grille le feu, par exemple, on peut l'éviter. Donc, la route transmet des informations également aux utilisateurs et ça permet donc d'éviter de nombreux dangers. Et là, par exemple, les véhicules permettent d'analyser la route et trouver une place de parking. Donc, la route communique avec le véhicule qui analyse et qui trouve automatiquement une place de parking où se ranger. Et tout cela est transféré sur l'écran de bord interne et le véhicule signale donc à l'utilisateur, au conducteur, où il peut se garer. C'est automatique, c'est carrément innovant. Mais également au niveau des feux tricolores, donc la durée d'attente est affichée sur l'écran central et l'utilisateur patiente. Donc, c'est carrément intuitif, c'est très innovant. Mais la connexion va encore plus loin avec les montres connectées, avec les smartphones. On peut donc transférer pour un véhicule à recharge de batterie électrique, il peut transférer la durée de la recharge directement sur la montre connectée qui affiche à quel moment le véhicule est chargé et donc il signale à l'utilisateur. L'utilisateur déverrouille les portières depuis la montre, il n'a plus besoin de clés, on peut supprimer les clés. Donc c'est carrément tout l'avenir en fait des véhicules. C'est de belles innovations. On passe donc aux véhicules autonomes. Alors un grand moteur de recherche international a donc affiché une technologie capable de déplacer le véhicule sans aucune intervention humaine. Donc c'est basé sur des logiciels et une pléthore de capteurs, des capteurs au laser, des capteurs des radars qui analysent l'état de la route et détectent tous les objets environnants. Le véhicule peut alors se déplacer tout seul, c'est carrément autonome et il se déplace d'un point à un autre en interaction avec son environnement. Il ne fait pas d'accident, il ne connaît pas l'utilisateur qui est devant. Donc il y a une caméra qui est montée au-dessus avec des détecteurs au laser qui analysent l'état de la route et analysent les déplacements, les évolutions au fur et à mesure et adaptent la conduite du véhicule. Donc c'est complètement autonome et ça avance tout seul. Donc là, plusieurs constructeurs s'y sont mis, c'est carrément comme si un bras magique actionne le volant. Donc on n'a plus aucune action à effectuer sur le volant, la voiture est complètement conduite toute seule. Donc c'est des logiciels très lourds, des logiciels surpuissants basés sur des processeurs très rapides qui analysent l'état de la route, analysent la signalisation sur la route et adaptent la conduite. Ça, c'est possible à Djamé? À Djamé, c'est pas évident. Mais je pense que ça va être délicat. Si Nangui à Brogoua, c'est possible, ça? Je pense que les logiciels pourront s'adapter, mais là, c'est encore des phases de test. C'est encore des phases de test, ce n'est pas encore des produits commercialisés. On a bien fait les tests d'abord avant de venir, franchement. Mais déjà, en mode, je veux dire, en situation de conduite urbaine, les véhicules sont autonomes entièrement et ils réussissent à se déplacer. Mais c'est des options qui sont au fur et à mesure intégrées. Donc déjà, ça part en étapes et ça évolue très vite. On passe directement à la voiture, je ne dirais pas de demain, mais c'est carrément d'après-demain. Donc c'est un constructeur allemand qui a publié sa vision qu'il a, donc la vision qu'il a des 100 prochaines années en fait. Le véhicule, des 100 prochaines années. Donc dans 100 ans, c'est-à-dire en 2118. Exactement. En 2118, on sera encore là. J'espère. Donc le véhicule a deux modes de conduite. Une conduite manuelle, donc participative, l'utilisateur choisit de guider, le volant sort alors, c'est un volant qui s'encastre directement dans le tableau de bord, il sort, et donc là c'est l'utilisateur qui pilote le véhicule. Ouais. Alors vous voyez, c'est un système carrément aérodynamique, donc ça atteint un coefficient d'aérodynamique très, très exceptionnel, hein. C'est taillé directement, les passages de roues sont masqués, et ça utilise également la réalité augmentée, donc des informations s'affichent sur le pare-brise alors même que l'utilisateur conduit. Donc là, la voiture scanne et affiche un danger de l'autre côté. L'utilisateur ne peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais il affiche qu'il y a un danger devant et il affiche le trajet, la trajectoire qu'il doit emprunter pour éviter l'obstacle qu'il ne peut pas voir.
Donc c'est très pratique, ça utilise des radars, ça utilise toute une pléthore de capteurs. Et là, on a un utilisateur, on a un cycliste qui vient par la droite. L'utilisateur, en principe, ne voit pas le cycliste, mais il affiche l'information. Il y a un cycliste qui vient et il ralentit automatiquement la vitesse du véhicule. Et donc le véhicule ralentit et il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choc. Donc ça, c'est le premier mode de conduite avec une conduite géré par l'utilisateur. On passe au mode automatique où le véhicule est complètement autonome. Donc là, le système intelligent prend le relais. C'est carrément une intelligence artificielle. Le volant s'encastre. L'utilisateur peut alors vaquer à une autre occupation, ses réseaux sociaux, communiquer. Et là, donc, le véhicule est complètement autonome. Mais il va carrément au-delà parce qu'il communique avec l'extérieur. Quand il voit un utilisateur, il affiche des informations sur son pare-brise pour lui dire qu'il peut aller, il peut traverser. Il n'y a aucun souci. Et donc, il affiche un panneau vert et l'utilisateur traverse et il continue donc le mode conduite. C'est carrément innovant, c'est l'avenir, c'est le futur. Je vous assure que Nissi est vraiment bluffé, quoi. Elle avait la bouche ouverte pendant 10 minutes. Mais là, c'est quand même méchant. Pourquoi attendre jusqu'en 2118 Mais il y a plusieurs niveaux d'homologation. On peut commander ça pour nos arrière-petits-enfants parce que connaissant les Américains ou les Allemands, je suis sûr qu'il y a des commandes déjà pour 2118. Effectivement, c'est bien possible. C'est bien possible. Et donc, le deuxième prototype qui est présenté, c'est celui-ci. Donc, déjà, il n'y a pas de clé. Le démarrage se fait grâce au smartphone. Le véhicule s'adapte à l'utilisateur. Et donc, il y a toujours deux modes de conduite, une conduite manuelle. Et la plupart à l'intérieur, on a un grand écran. Hein, tout le pourtour de l'intérieur, il y a un écran. À l'arrière, il y a un affichage qui permet de communiquer avec l'utilisateur. Il faut avoir au moins le bac plus 3 pour conduire. Parce que, tout ce qui est électronique, là, si c'est comme ce qu'on voit habituellement avec les chauffeurs de bac, si c'est ce niveau-là, c'est pas possible. Ça va être difficile, mais je pense qu'on va s'adapter. Et donc, l'habitacle est carrément du grand luxe, c'est carrément un autre niveau. C'est des véhicules entièrement autonomes. Ils s'adaptent à la conduite. À l'intérieur, on a des écrans tout tactiles. Et en termes de communication avec l'extérieur, c'est carrément l'intelligence artificielle qui prend le relais. L'utilisateur est conduit, il peut donc se relaxer. Et il y a plusieurs modes de conduite. Conduite toujours autonome, mais il y a un mode de conduite sport et un mode de conduite relax. Donc c'est assez pratique. On garde toujours le dynamisme du moteur. On passe en mode dynamique. Donc la voiture est beaucoup plus réactive. On sent les accélérations avec une coupe très aérodynamique. Donc c'est vraiment très futuriste. On n'a pas besoin de regarder. Ça prend carrément l'intérieur d'un salon. On peut communiquer avec son passager et la voiture conduit directement à votre point de chute. C'est très pratique, c'est des concepts qui vont venir. Il y a plusieurs homologations, plusieurs niveaux d'autorisation, mais ça va venir, ces véhicules seront commercialisés. Donc en 2118, on aura beaucoup d'emplois qui vont disparaître, notamment celui de chauffeur. Parce que là, on n'aura plus besoin de chauffeur. Je pense que ça risque d'arriver, mais je pense qu'il y a de nouveaux aussi qui vont se créer quand même en même temps. D'accord. Et on espère surtout. Ce nouveau concept baptisé Instinct, donc c'est un véhicule également très innovant, un design toujours très futuriste avec deux modes de conduite, mais cette fois-ci le siège s'adapte en fonction du mode. Lorsque c'est le mode manuel, donc le mode qui est géré par l'utilisateur, le siège s'adapte et les écrans internes, donc tout le tableau de bord c'est uniquement des écrans. Donc c'est très intuitif avec de très grands écrans, tout tactile toujours. Mais cette fois-ci, la connectivité va plus loin. Le véhicule communique avec votre maison. Donc lorsque vous quittez carrément votre domicile et vous venez dans votre voiture, il gère automatiquement le chauffage, il gère la climatisation de la maison. Il sait que vous n'y êtes plus. Donc là-bas, tout ce qui est consommation d'énergie, ça va diminuer automatiquement. Et le véhicule ici, vous continuez. La musique que vous écoutiez à la maison sera transmise dans le véhicule et vous continuez donc dans la même ambiance. Et ce véhicule s'adapte également à l'utilisateur. Donc ça veut dire, lorsqu'il analyse votre état, lorsque vous êtes fatigué, il analyse un peu les émotions et tout, il peut adapter l'éclairage interne à votre état d'esprit. Ce monsieur n'est pas bien parce que quand on va finir l'émission, qu'on va monter dans nos véhicules, on va penser qu'on est à l'âge de la pierre taillée. Ok, on va récapituler Noël Kofi. Donc on a déjà commencé par les véhicules connectés. Donc c'est tous les véhicules qui intègrent la connexion Internet avec plusieurs adaptations, plusieurs applications possibles. Donc ça évolue très vite. C'est des concepts qui aussi bien partent de l'écran tactile jusqu'à la gestion par le mouvement. Donc ça, c'est donc les écrans tactiles, les véhicules connectés. On passe ensuite aux véhicules autonomes. Donc c'est les technologies futuristes, les technologies qui viennent, certes, qui sont déjà présentées et qui sont déjà utilisées aux États-Unis notamment. On lance en ce moment les taxis autonomes. Donc le grand constructeur a lancé aujourd'hui les taxis autonomes qui sont disponibles. Et donc après les véhicules autonomes, on passe carrément à l'avenir, les véhicules futuristes, les véhicules d'après-demain. Et donc là, c'est carrément l'intelligence artificielle qui prend le relais et qui permet de réduire le nombre d'accidents parce qu'à peu près 90% des accidents ont une cause humaine, une source de déficience humaine. D'accord. Waouh. Impression, Nessie? Alors, je suis bluffée.
Je suis bluffée, j'ai hâte de tester ces différentes voitures. C'est vraiment l'innovation, hein, c'est l'innovation. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens, il y a des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie. Ça fait toujours plaisir. On aura le droit, donc ça sera dans la dernière partie de votre émission, le harcèlement sexuel au travail, définition, quel recours. On va dire au revoir à Monsieur Noël Kofi. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez données. Vous nous donnez la force et l'envie d'épargner afin de pouvoir... Rendez-vous en 2118 au parking. Rendez-vous au parking de la RTI en 2118. Bon, on sera à la retraite, mais on va venir quand même... mais je pense qu'on va, on va venir se promener en 2118. Absolument. On sera encore jeune, avec beaucoup de vigueur, et on va venir dans nos différents moyens de locomotion vraiment futuristes. Mais je rappelle que quand même, avec ce genre de véhicule-là, il va falloir avoir un minimum le BEPC ou le bac pour conduire avec, parce que ce sera tellement digitalisé. Ce sera pas évident. Moi, je pense que tout sera digitalisé. L'école, peut-être même au marché, avant d'entrer dans les marchés pour faire le marché. Non, il y a des endroits qui ne pourront jamais se digitaliser. Pourquoi? Suivez mon regard, parce que vraiment, c'est naturellement comme ça. Et j'ai la foi, j'y crois. Tout sera digitalisé. Ok. Même le marché de... Enfin bref. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur, le rendez-vous de la technologie, de tout ce qui est digital ou qui ne l'est pas ou qui ne peut pas l'être. Hamza Diaby, lui, il est très porté sur la chose digitale. C'est un geek, comme on dit, très passionné d'informatique, mais aussi et surtout, avant tout, de journal. Il sera avec nous dans quelques instants, mais avant, on aura bien sûr la météo. L'Harmattan, donc, qui est en train de toujours de nous fatiguer avec son brouillard. Sans oublier, dans la dernière partie donc, de cette émission, Nessie l'a évoqué tout à l'heure, le harcèlement sexuel au travail. Comment ça se passe? Il y a le harcèlement actif, le harcèlement passif. Tout ça, vous devez réagir. Si vous avez été victime de harcèlement ou bien si vous connaissez des gens qui sont dans ce problème-là ou dans un environnement très concerné, envoyez-nous des messages, des suggestions sur la page Matin Bonheur, sur notre page Instagram, Facebook, Twitter, afin que nous puissions poser les questions à notre spécialiste qui sera là, c'est Maître Koné Kiyobia. Mais avant... Jean-Baptiste Quadio sera également avec nous, avec qui on parlera d'entreprendre, la gestion financière, la comptabilité comme élément d'information. Donc, il nous donnera toutes les clés afin de nous permettre de gérer la comptabilité de notre entreprise. Marcelin, si vous deviez entreprendre, ce serait dans quoi? Ce sera dans Suspense. Après le journal, je vous dirai. Le journal, on se retrouve juste après. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les vents humides font encore leur entrée sur le continent. Tôt le matin, avec le lever du jour, ce phénomène se dissipera. En allant vers les régions du nord du pays, le ciel sera peu nuageux avec de nombreuses particules de poussière en suspension dans l'air. La matinée sera relativement froide dans ces régions. On notera au cours de cette matinée 24 degrés à Abidjan, 23 à Diaké, 20 degrés à Bondoukou et Boaké, 21 degrés à Daloa et Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, Korogo affichera 19 degrés, 20 degrés à Mont, 19 degrés à Odéné, 23 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra, 23 degrés à Tabou et 20 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil sera perçant sur l'ensemble du pays. Les vents poussiéreux envahiront les régions partant de la frontière nord au sud forestier. Le littoral et le sud forestier resteront légèrement humides, mais les vents secs prendront le dessus au fil des heures. Toujours les particules en suspension dans l'air, elles seront très nombreuses dans ces régions. Côté température, on notera 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 33 à Bondoukou et Boaké, 32 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, ainsi que la ville de Gagnoa. On notera 31 degrés à Korogo. Mont affichera 30 degrés, 31 degrés à Odéné, 30 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et 31 degrés à Yamoussoukro. Excellent mardi et très bonne soirée à vous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal par cette nouvelle institution créée par la Constitution de la Troisième République. Il s'agit de la Cour des comptes. Le tout nouveau président, le tout premier président de cette juridiction, Kanvali Diomandé, a prêté serment hier lundi devant le président de la République. C'était au palais de la présidence de la République, au plateau. On en parle avec Viviane Haïm. S'il existait auparavant une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, la Constitution de la Troisième République abroge cette disposition et instaure désormais une Cour des comptes, qui est une institution à part entière au même titre que toutes les autres institutions de la République et dont la mission est de contrôler la gestion des fonds publics. Tout premier président de cette nouvelle institution, Kanvali Diomandé, nommé par décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2015-494 du 7 juillet 2015, déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, décrète. Article 1er. M. Kanvali Diomandé est nommé président de la Cour des comptes. Nommé par décret présidentiel, le président de la Cour des comptes doit, avant d'exercer sa charge, prêter serment, puis être installé officiellement dans ses fonctions. C'est l'objet de l'audience de prestation de serment qui s'est déroulée ce lundi 8 janvier au palais présidentiel en présence de l'ensemble du gouvernement et présidée par le président de la République lui-même en sa qualité de chef suprême de la magistrature. C'est devant lui que le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a été invité à prêter serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune... Intervenant à la suite, le président de la République a situé sur l'importance que revêt l'avènement d'une Cour des comptes. Auparavant, il existait une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, mais comme il l'a souligné, l'instauration désormais d'une Cour des comptes est un saut qualitatif dans la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est désormais l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans notre pays. À ce titre, et je cite la Constitution en son article 152, la Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant d'une aide de l'État ou d'une autre personne morale de droit public et de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Avec la mise en place de la Cour des comptes, nous faisons donc un saut qualitatif dans l'histoire de la juridiction financière en Côte d'Ivoire. Puis exhortant le premier responsable de l'institution à s'investir dans sa tâche et lutter efficacement contre le gaspillage et le détournement des finances publiques, le président de la République a installé officiellement le président Kanvali Diomandé dans ses fonctions. Je n'ai aucun doute que vous exercerez vos fonctions dans la rigueur, l'équité et la justice. Pour ma part, je voudrais vous assurer de toute ma disponibilité pour faciliter votre mission dans le respect des prérogatives respectives des institutions de la République, tout en vous renouvelant mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous déclare installé dans vos fonctions de président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a reçu les félicitations
du président de la République, du vice-président, du Premier ministre, les félicitations de son épouse et ses enfants. Heureux et ému, la presse lui a arraché quelques impressions. C'est une satisfaction personnelle, mais c'est surtout une grande satisfaction pour mon pays, parce que la Côte d'Ivoire est quand même un des pays leaders de l'UEMOA et qu'elle est maintenant une Cour des comptes au même titre que la plupart des autres pays, ça ne peut que faire la fierté de tout Ivoirien. Dernière formalité protocolaire, les honneurs militaires rendus par la garde républicaine au président de la Cour des comptes. Depuis le mois de septembre 2017, les sapeurs-pompiers militaires ont adopté une nouvelle stratégie pour se rapprocher des populations. Quelle est cette stratégie et quel est le regard de la population face à cette nouvelle méthode d'intervention? Élément de réponse dans ce reportage signé Christ Diomondé et commenté pour vous par Grace Kando. Le camp commando d'Abobo, le commissariat du 30e arrondissement de Cocody, la base à BAE de Yopougon et le centre pilote de Port-Boué sont les nouveaux sites de positionnement des engins de secours des sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Une stratégie qui vise à se rapprocher des populations et à réduire le temps d'intervention. On a constaté que les temps d'intervention devenaient de plus en plus longs à cause des embouteillages sur la route. Et il y a des zones qui sont totalement dépourvues en secours. Pour pallier à cet état de fait, nous avons été amenés à prépositionner sur certains sites des engins de secours à mesure de répondre plus rapidement aux demandes qui sont faites. C'est ainsi que nous avons positionné des engins à Bobo, aux environs du camp commando, pour pouvoir intervenir dans la zone d'Abobo et même jusqu'à Anyama, à Yopougon au niveau de la BAE, parce que notre caserne de Yopougon est au toit rouge, donc les engins propositionnés à la BAE peuvent intervenir très rapidement sur la voie express Yopougon à Djamé et raccourcir les délais d'intervention aussi bien dans la zone industrielle. Du côté de Cocody, nous nous sommes prépositionnés au 30e arrondissement pour pouvoir gérer toute la zone de la 7e, 8e, 9e tranche. Et à Marcory, un engin a été prépositionné à Port-Boué, au centre pilote de Port-Boué, en mesure d'intervenir plus rapidement sur la voie express qui va à Grand-Bassam et dans la zone de Port-Boué. Au cours de notre reportage, nous avons pu constater l'efficacité de cette stratégie suite à un accident de la circulation sur l'axe express Abobo-Agamé. L'équipe déjà installée au camp commando d'Abobo a pu se déployer sur les lieux pour secourir les accidentés en un temps record. L'accident, en tout cas, c'était un peu grave. Quand ça s'est passé net, quand après net, ils sont arrivés net. Dieu merci. L'efficacité a été vraiment énorme parce qu'ils ont été rapidement sur les lieux pour pouvoir évacuer les blessés. Donc vraiment, c'est un effet à encourager. Dès que l'accident s'est passé, on m'a appelé directement que ton femme a fait accident. Donc ça à la maison, j'ai déplacé un taxi-compteur. Il faut que j'arrive devant les sapeurs-pompiers. Malheureusement, dès que j'arrive seulement, voici les sapeurs-pompiers. Comme ils ont fait aussi les sapeurs-pompiers à Bobo aussi, vraiment, on est très très contents. Une initiative que le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires entend élargir à l'ensemble du district d'Abidjan. Nous envisageons d'amplifier ces sites-là. Il y a des acquisitions qui sont en cours. Donc dès qu'elles seront faites, nous allons trouver d'autres sites de prépositionnement pour encore raccourcir les délais d'intervention. La protection civile est une des attributions des maires. Donc c'est à eux de mettre en place ces casernes et nous allons apporter notre expertise, nos hommes et pour le compte du ministère de la Défense,
prendre en charge la protection civile dans la zone concernée. Plus de 1500 interventions ont été effectuées de septembre à décembre 2017 grâce à la nouvelle stratégie mise en place par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Des numéros ouverts 24 heures sur 24 sont à la disposition des populations. Ce sont le 20 28 21 09 ou le 01 80 13 28. Le commandant Jean-Noël Abbaye, vous allez le voir en image, il était hier donc face au juge pour répondre des faits de complot contre l'autorité de l'État. Ce militaire fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo est soupçonné avec une dizaine d'autres prévenus d'avoir fomenté un coup d'État contre le président Alassane Ouattara en 2012. Le mode de défense du principal accusé de ce procès est le suivant. Jean-Noël Abbaye ainsi que sa défense affirment que la vidéo diffusée hier par l'accusation devant les jurés enregistré donc en 2012 avait pour but de contrecarrer un coup d'État contre le pouvoir en place par un autre coup d'État visant à rétablir le pouvoir éventuellement renversé. Ce mardi, le procès se poursuivra avec les autres prévenus et les plaidoiries ainsi que le verdict devrait être connu jeudi. L'actualité internationale en bref et en images. Le pouvoir prépare un référendum en mai 2018 en vue d'une révision de la Constitution qui devrait permettre notamment au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir au Burundi jusqu'au moins en 2034 en lui donnant les pleins pouvoirs dans pratiquement tous les domaines. Le gouvernement a donc lancé à travers tout le pays depuis le 12 décembre une campagne d'explication des amendements qui vont être apportés à cette constitution et depuis, une vingtaine d'opposants accusés de faire campagne contre le référendum ont été arrêtés. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont entamé des pourparlers officiels ce mardi 9 janvier, les premiers de ce type depuis plus de 2 ans. Principal objectif de la négociation qui réunit les deux délégations à la frontière entre les deux pays, c'est préparer la venue d'une délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver prévus début février en Corée du Sud. Mais la Corée du Sud espère se servir de cette amorce de dialogue pour aborder d'autres sujets plus délicats. Bonne journée sur RTI. Bonne journée également à vous, M. Hamza. Merci Marcella. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une autre étape. Fatim Djidji est avec nous. Avec elle, on fera le tour de la revue de presse qu'elle nous a... elle a déjà donné le ton avec la titrologie. Ça sera plus de détails dans la revue de presse qui démarre maintenant. Et ouvrons cette revue de presse avec le sport. Selon l'Inter, donc la FIFA débarque à Abidjan. Une délégation de la FIFA est attendue, dit-on, ce mercredi 10 janvier 2018 à Abidjan dans le cadre de la crise qui prévaut au niveau du football ivoirien. Cette délégation, dont la composition n'est pas connue, arrive sur les bords de la lagune Ébrié au moment où la FIFA et 42 clubs et regroupements d'intérêts demandent une assemblée générale extraordinaire pour démettre Sidi Diallo, le président en exercice de la FIFA. Toutefois, ces derniers s'empoignent autour de l'authenticité des demandes et signatures de la pétition qui fonde la requête. Mais que va faire la FIFA? Car selon les textes, la FIFA n'est qu'en dernier recours et ne peut intervenir dans le processus qu'in fine, lorsque les membres qui ont demandé la convocation de l'Assemblée générale n'auront pas pu la convoquer eux-mêmes et ils ont un délai de 30 jours pour le faire. Alors même qu'on se trouve encore dans ce délai, quel intérêt y a-t-il à appeler la FIFA à la rescousse et que celle-ci débarque à Abidjan prestement, s'interroge l'article. L'intelligent d'Abidjan, lui, a recueilli l'avis d'experts sportifs au sujet de la crise interne à la FIFA. Notre consultant sportif Patrick Guité affirme que voguer sur l'élimination des éléphants pour exiger la démission de Sidi Diallo est un peu facile, même si la démarche est légale. Diamamadou, lui, président d'Ulysse de Sassandra, rappelle qu'un président de fédération gère à la fois une équipe nationale des clubs, un championnat, la politique générale. Ce n'est pas suite à un échec d'une équipe nationale que le président doit démissionner. Et l'ancien footballeur Abdoulaye Traoré affirme que le souci réel est la gestion du football ivoirien. Allo Police revient sur l'affaire du gendarme qui s'est suicidé.
Le samedi 30 décembre 2017, un gendarme mettait brutalement fin à ses jours dans un maquis à Douala. Mais pourquoi s'est-il suicidé? C'est la question qui taraude tous les esprits. Alors si les résultats de l'enquête de la brigade des recherches n'ont pas encore été révélés, pour certains ce serait lié à une déception amoureuse. Selon l'article, le maréchal des logis avait dans sa poche un mot adressé à son supérieur hiérarchique, des mots visiblement codés. Je les cite: 1. CB, j'ai raté ma mission. 2. Affaire libanais. 3. Ma femme m'a trompé. 4. C'est fini. Alors, accusée à tort, selon elle, l'épouse a tenu à rétablir la vérité, affirme que le couple vivait à San Pedro après leur mariage en 2012. Ils ont eu 2 filles, puis le mari a été affecté dans la ville de Daloa où vivait sa maîtresse. Fou d'elle, il faisait tout pour elle, et jusqu'à ce qu'il apprenne, bien sûr, peu de temps avant son suicide, qu'elle était enceinte finalement d'un autre homme. Je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est à Daloa. La presse s'inquiète de la santé mentale du président américain Donald Trump. Alors que le livre de Michael Wolff, Fire and Fury, publié le 5 janvier dernier, révèle le chaos que génère donc le président américain et alimente les doutes sur sa santé mentale. Donald Trump organise donc sa défense. Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, dont les relations sont assez houleuses avec Trump, a nié avoir remis en question la santé mentale du président des États-Unis sur CNN. Mais le plus vif pour se défendre, c'est bien sûr le président américain lui-même qui riposte sur Twitter dans une défense extraordinaire, relate le New York Times. Alors vous allez voir apparaître des tweets à l'écran. En réalité, tout au long de ma vie, mes 2 plus grands atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d'être genre vraiment intelligent. Cette pourrie d'Hillary Clinton a elle aussi abondamment joué ses cartes, mais comme tout le monde le sait, elle a été descendue en flammes. Je suis passé de très grand businessman, de star de la télé à président des États-Unis à mon premier essai. Je pense que cela démontre que je suis non pas intelligent, mais un génie très équilibré. Et pour finir, une histoire insolite. L'abus d'alcool fait souvent n'importe quoi et un Norvégien a appris à ses dépens alors qu'il se trouvait au Danemark. Pour le Nouvel An, il a voulu rentrer chez lui en Norvège en taxi, complètement ivre. Il commande alors un taxi sans vraiment réaliser que sa course à plus de 600 km allait lui coûter très cher. Le chauffeur de taxi le prend en charge et après avoir traversé le Danemark et la Suède, l'homme arrive enfin chez lui en Norvège et doit régler 1 800 €, soit près de 1 200 000 francs CFA. Mais arrivé chez lui, il refuse de payer et rentre se coucher. Le chauffeur a appelé la police qui a sorti l'homme de son lit afin qu'il paye sa course. Merci beaucoup, Fatim Djedji. On vous retrouve demain. Voilà ce qui arrive quand on ne maîtrise pas sa comptabilité. Et notre consultant Jean-Baptiste Quadio est avec nous. Avec lui, on verra la gestion financière de notre business. C'est parti pour la rubrique Entreprendre. Le jingle. Oui, non, il n'y a pas de jingle, donc on va aller directement. Monsieur Quadio, bonjour. Monsieur Quadio. La gestion comptable et financière, c'est très important, c'est même le pilier de l'entreprise. Vous faites bien de le dire, c'est le pilier, c'est un des piliers de l'entreprise. Et peut-être le plus important, c'est au niveau des PME, l'axe qui est le plus négligé. Et voilà pourquoi on court toujours à la catastrophe. Pour illustrer cela, on va poser une question de cette année-ci. Quel est le rôle? On va lui demander à elle, pendant toute l'année 2017, vous avez eu combien de francs CFA? Il faut que je calcule. En euros ou bien en dollars? Parce que Nessie, elle est un peu. En CFA. En CFA. Bon, je dois calculer. Oui, c'est maintenant, elle va calculer. Maintenant, comment a-t-elle utilisé tous ces fonds qu'elle a reçus? Sakina. Les couches, le lait, le transport. Combien ça vous a coûté? Si vous avez fait cette proportion, vous aurez dit, telle rubrique m'a coûté tant, j'ai trop dépensé ici, ici il faut améliorer, il faut ainsi de suite. Ça c'est vrai. Donc, c'est un des piliers les plus importants de l'entreprise et surtout de la PME. Voilà. La comptabilité, c'est quoi? C'est une technique qui permet de capter toutes les opérations financières, de les enregistrer et de faire une synthèse pour les besoins des utilisateurs. Le premier utilisateur de la comptabilité, c'est l'entreprise elle-même, pour connaître son chiffre d'affaires, pour connaître ses charges, pour connaître son résultat et voir si les prévisions qui avaient été établies se sont réalisées ou pas, pour pouvoir prendre des mesures correctives. Donc, il faut faire cette comptabilité.
Quels sont les utilisateurs de la comptabilité? C'est les établissements financiers, les banques. Lorsqu'on voit les gens passer à la télé ici, ils disent les banques refusent de nous financer. Non, les banques ne refusent pas de financer. Il appartient aux PME d'élever leurs standards de gestion. Les banques ne vont jamais abaisser leurs standards. On ne va pas refaire le métier de la banque. Donc, pour que les PME puissent être assistées par les banques, il leur faut une comptabilité. D'accord. Vous conviendrez avec moi qu'une PME ne peut pas embaucher un comptable parce que ça coûte cher. Effectivement. Si vous voulez avoir une bonne comptabilité, il faut avoir un bon comptable. Et un bon comptable, ça coûte cher. Si on va avoir une bonne comptabilité, il faut avoir un bon comptable ou une bonne gestion. Il faut avoir un bon comptable déjà qui vous synthétise les informations dans les standards voulus pour que vous puissiez avoir une bonne gestion. La bonne gestion aussi suppose qu'on a un bon comptable. C'est l'un et l'autre à la fois. Quels sont les critères pour déterminer si le comptable il est à la hauteur ou pas? Les critères pour déterminer la compétence du comptable, c'est voir s'il respecte les règles de la comptabilité. Vous voyez que dans la PME, souvent, comme ils ne tiennent pas de comptabilité, ils vont mélanger les opérations de patrimoine et les opérations de gestion et réduire leur gestion à observer la caisse. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'une entreprise peut être bénéficiaire et aller en faillite. On peut faire des bénéfices, mais tomber en faillite parce qu'on manque de trésorerie. Par contre, une entreprise peut faire des pertes et disposer d'un certain volant de trésorerie. Donc, c'est la comptabilité seule qui va nous permettre de dire est-ce qu'on est bénéficiaire, est-ce qu'on n'est pas en train de courir à la faillite parce que notre trésorerie ne répond pas, est-ce qu'on est en perte, est-ce que la trésorerie dont on dispose aujourd'hui ne va pas finir dans 2 jours, dans 3 jours. Donc, il faut tenir la comptabilité. Qu'est-ce que les PME peuvent faire pour tenir la comptabilité, même lorsqu'elles n'arrivent pas à embaucher un comptable? C'est tout simplement de tenir un cahier des recettes et des dépenses et prendre soin de noter toutes les dépenses, tout ce qui sort, prendre soin de noter tout ce qui rentre, après donner ces cahiers et les pièces justificatives à un comptable. Et surtout, si je me permets de compléter, ne pas tomber dans l'euphorie, parce que quand on commence un business, des fois, ça peut marcher à tel point qu'on est dépassé. Et c'est là que dans certaines entreprises, en France, dans les pays développés, on adjoint un psychologue au businessman. Absolument. Parce que l'argent, c'est l'argent. Il y a quelque chose. Richesses. Voilà. Donc il faut avoir les pieds ici. Voilà. Non. On peut confondre sa comptabilité et la comptabilité de l'entreprise. Voilà. C'est exactement le rôle de la comptabilité. Venir dire exactement ce qui se passe. Vous donnez l'information. Tant que vous n'avez pas l'information, vous ne gérez absolument rien. Et c'est la comptabilité qui donne cette information-là. D'accord. Donc, comment les petites et moyennes entreprises doivent-elles s'organiser pour mieux gérer leur comptabilité? Au quotidien, concrètement. Au quotidien, c'est ce que je viens de dire, qu'ils prennent un livre de dépenses, un livre de recettes. Ça se vend à la librairie. Et le soir, quand il rentre à la maison, il collecte toutes les pièces qu'il a eues dans la journée et puis il enregistre. S'il ne peut pas enregistrer, mais au moins qu'il les classe, qu'il les mette dans une enveloppe jour après jour. Et ça, il va les remettre à un comptable qui lui fait sa comptabilité et c'est moins cher. Voilà. Cette précaution minimale-là, il faut que les PME, même à la maison aussi, on peut faire une comptabilité familiale. On doit faire une comptabilité familiale. Parce que un matin, on dit, ah, mais j'avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est parti. OK. L'argent n'aime pas l'inorganisation. Non. Ce n'est pas seulement le bruit que l'argent n'aime pas, mais l'inorganisation, ça ne fait pas bon ménage avec l'argent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on comptabilise? Le déplacement, les rafraîchissements? Tout, absolument tout. Tout fond, même si c'est 1 franc qui sort de l'entreprise, on enregistre.
Si c'est un franc qui rentre dans l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, emprunt ou bien vente, on enregistre. Parce que quand vous empruntez, vous avez une dette à payer. Donc, il faut faire sortir cette dette. Cet argent n'est pas à vous. Il faut constater que j'ai une dette envers Marco. Par exemple, quand la dame qui vend de la loco, des fruits, je ne sais pas, reçoit de la visite, on a évoqué cet exemple-là, il reçoit de la visite de sa nièce Nessie qui vient la voir, elle veut payer le taxi ou le carburant de Nessie, elle sort l'argent directement. Elle lui donne. Elle donne à Nessie. On enregistre, c'est chargé perte diverse. Mais c'est difficile d'expliquer ça à nos compatriotes, que c'est vrai, c'est votre argent, mais avant tout, c'est l'argent de l'entreprise. C'est avant tout l'argent de l'entreprise. Et après, il faut que vous fixiez un salaire. Voilà. Vous dites, je vends de la loco, moi j'ai besoin de 60 000 francs par mois pour vivre. Donc, dans l'argent qui rentre, du 1er au 30, je vais prélever 60 000 francs. C'est ça qui est mon salaire. Si vous dépassez ces quantums-là, vous êtes en train d'emprunter de l'argent à l'entreprise qu'il vous faudra rembourser. Comment expliquer ça aux gens? Voilà. C'est ça aussi le souci. C'est ça. Les séminaires, il faut faire des réunions. Malheureusement, l'Ivoirien que je connais là, c'est mon agent, c'est mon agent. Voilà, c'est pas leur argent. C'est mon agent, je fais ce que alors que bon, après, ça rattrape. Mais quand on leur demande de venir au séminaire, ça coûte cher. Mais quel est le coût de l'ignorance? Une perte énorme. Voilà. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Ben, heureusement qu'on vous a ici, dans Matin Bonheur, afin de nous éclairer sur certains points. C'est tout un plaisir pour moi de venir éclairer les jeunes gens, les promoteurs et tout ça. Que la comptabilité, elle est importante. Mais est-ce qu'on ne peut pas, en tant que PME, s'associer et prendre un comptable global pour au moins... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que lorsqu'on choisit la forme juridique de l'entreprise, et il y a un de vos invités qui l'a clairement expliqué ici, entreprise individuelle ou bien société, société anonyme, SARL, société en nom collectif, etc., etc. Mais on peut toujours s'adresser à un centre de gestion agréé ou bien à un individu qui est compétent dans la comptabilité et qui vous tient votre comptabilité. Voilà. Et on mutualise les fonds pour les payer à la fin du mois. Il y a un grand économiste, John Maynard Keynes, qui a dit la gestion est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la culture de la gestion. La gestion, c'est l'organisation. On l'a vu, c'est l'organisation. C'est la prévision, c'est le contrôle. C'est tout ça. Mais si tu n'as pas ça, bon. Et il faut avoir aussi l'humilité de déléguer des pouvoirs afin qu'une autre personne vienne regarder dans notre comptabilité. Parce que ce n'est pas évident aussi. Bon. Il y a des gens qui vont rester hermétiques. Ils sont hermétiques. Mais après, quand ils vont à la banque leur demande ça. La banque est hermétique aussi. Ça. Bon, la banque est très hermétique. Et ils disent, on ne nous finance pas. Non, les banques financent à condition que vous leur donniez votre comptabilité, c'est-à-dire l'information. Ce que vous allez faire dans votre entreprise, le banquier n'est pas là-bas. C'est la comptabilité seulement qui va lui dire ce que vous faites dans votre entreprise. C'est la boussole. C'est la boussole. Et c'est à partir de ces standards-là qu'il va décider de vous financer ou pas. Donc la comptabilité est extrêmement importante, que ce soit à la maison, que ce soit dans la toute petite entreprise ou que ce soit dans la grande entreprise. Dans la grande entreprise, ça ne pose pas de problème, mais dans les PME, c'est une plaie en Côte d'Ivoire. Je crois, Dieu, les petits commerces, entre guillemets, vente de locaux, surtout de la vente, tout ça, sont concernés par ce qu'on dit. Parce que quand vous intervenez parfois sur la page, quand on discute avec les gens pensent qu'on parle de grandes entreprises. Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. La première entreprise même, c'est la famille déjà. Gérer bien dans la famille. Comme ça, quand on a une entreprise, on a au moins une base. Absolument. Ce que nous disons concerne beaucoup plus les petites entreprises, les toutes petites entreprises, les PME, que les grandes entreprises qui, elles, savent qu'il y a un département comptable et financier, etc. Mais c'est ceux qui ont le plus besoin de comptabilité qui n'en font pas. Et c'est extrêmement important pour eux-mêmes, pour voir comment marche leur entreprise. Et c'est important pour les autres, notamment les financiers, les bailleurs de fonds qui doivent les aider. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kouadio. Merci. Donc avec vous, c'était la rubrique Entreprendre. On a vu comment utiliser la comptabilité comme élément d'information dans la gestion
financière de notre entreprise. C'est la pub et on se retrouve juste après. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. En 2018, tout devient possible. Profitez. Allez, il est 7h, mesdames et messieurs, vous êtes sur Matin Bonheur et vous faites bien depuis 5h55. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Nessie, avec qui, donc, depuis le 1er janvier, nous essayons de vous réveiller chaque matin. Et aujourd'hui, on va essayer de vous réveiller avec le droit. C'est comme ça tous les mardis. Et le thème, attention, attention, le harcèlement sexuel au travail, définition et quel recours. On va discuter avec Maître Koneki Yobian, qui est sur le plateau. C'est sa première de l'année 2018. Jingle, éléments explicatifs et puis après on se retrouve pour la discussion. On y va. Complimenter l'apparence d'un collègue, faire du pied à l'un de ses collègues, autant de situations de harcèlement qui minent l'ambiance au travail. En France, par exemple, une femme sur 5 a été harcelée sexuellement dans le cadre de son travail. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste, malgré une définition pas nette du harcèlement sexuel. Pour moi, l'harcèlement sexuel, c'est un acte qui consiste à mettre une pression, qu'elle soit verbale, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit physique, sur une tierce personne, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel, même dans la vie de tous les jours. C'est quand quelqu'un veut de vous et vous ne voulez pas, et vous met une telle pression, ça arrive même jusqu'au viol. C'est ça qu'on appelle harcèlement. C'est harceler quelqu'un qui ne veut pas de toi. C'est quelqu'un qui veut d'une jeune fille ou bien d'une jeune dame, qu'elle ne veut pas. Et les appels, les menaces. C'est quand un directeur d'entreprise te demande de coucher avec lui à tout prix pour pouvoir être embauché. L'harcèlement sexuel, c'est lorsqu'une personne pousse une autre personne à avoir des relations sexuelles, même si cette personne n'est pas consentante. Elle peut se faire de manière verbale, physique ou même de manière scolaire, c'est-à-dire un professeur qui oblige un élève à avoir des relations de peine de la sanctionner ou de ne pas lui donner la moyenne. La loi définit ce délit comme un ensemble de propos ou comportements répétés à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité de la personne ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Mais en la matière, plus facile à dire qu'à faire. Comment accumuler des preuves? Le harcèlement sexuel n'étant pas facile à prouver, alors bien souvent, c'est la loi du silence parce que quand les victimes parlent, cela se passe mal pour elles. Après mon embauche, il a commencé à me faire beaucoup de cadeaux. Donc je refusais. Je fus là un jour, il a commencé à me menacer. Et il m'a dit clairement que tant que je n'accepte pas ses avances, il continuera. Et si je couche avec mon patron pour garder mon poste, c'est pas la peine. Je préfère démissionner. Et c'est comme ça que, comme il insistait, un beau jour, sans demander, sans dire à quelqu'un, j'ai ramassé mes affaires et j'ai quitté l'entreprise parce que ça devenait un peu trop. Bien, j'ai été victime du harcèlement sexuel par mon professeur. Et pourtant, une victime de harcèlement sexuel peut évidemment poursuivre son harceleur en justice en déposant plainte auprès des forces de gendarmerie ou de police. Bon, à vrai dire, je ne sais pas à quoi ça servira parce que on connaît tous le système, hein. On sait comment ça fonctionne. Il suffit que... Les relations au travail sont propices aux relations d'emprise dans la mesure où les dépendances économiques d'un salarié vis-à-vis de son employeur va le pousser au silence par peur de perdre son travail. Raison pour laquelle la loi prévoit des sanctions
spécifiques lorsque le harcèlement intervient en milieu professionnel. Victime de harcèlement, et toutes nos excuses pour l'écriture en bas, victime de harcèlement, pas d'harcèlement. Voilà, nous sommes avec Kiyobien Koné, avocat. On a vu l'élément là qui a donné la parole à la population qui s'est exprimée concernant la définition du harcèlement sexuel. Selon vous, maître, qu'appelle-t-on harcèlement sexuel? Merci beaucoup. Je profite du plateau pour présenter mes vœux les meilleurs à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je vois que nous sommes devenus un peu plus nombreux. L'équipe s'agrandit. Donc je disais que le harcèlement sexuel, il faut partir depuis longtemps. Le harcèlement sexuel a été pendant longtemps conceptualisé dans le droit militaire, qui signifiait porter des pics à quelqu'un de façon, quand je dis porter des pics, des actes moraux ou matériels, de sorte à réduire cette personne à l'état de peur et de dépendance. Mais le harcèlement en tant qu'infraction pénale n'est pas d'une incrimination assez vieille, non. Contrairement à ce qu'on pense, le code pénal qui a vraiment conceptualisé la chose, qui a conceptualisé le harcèlement, l'infraction du harcèlement en France date seulement de 92. Et en Côte d'Ivoire, le harcèlement n'a été pris en compte par notre code pénal qu'en 1998, par une loi de 98. Et dans le code du travail, il n'a été pris en compte qu'en 2015. Quand même. Seulement en 2015 que le législateur ivoirien a décidé d'écrire le mot harcèlement sexuel dans notre code du travail. À l'époque, il y avait une tentative de conceptualisation du harcèlement, mais ce n'était pas une tentative, il n'y avait pas de définition propre. Et aujourd'hui, lorsque vous prendrez le code, l'article 5 vous parle du harcèlement sexuel. Et prend la peine, cette fois, de dire ce qui peut être constitutif comme d'acte de harcèlement sexuel. Mais on ne dira pas le harcèlement sexuel comme on le dit, un homme est ceci ou cela. Le harcèlement sexuel, c'est le fait de... Non. On vous donne un certain nombre d'actes qui constituent les actes du harcèlement. Et le code pénal a été le premier, c'est ce texte-là qui a été le premier à conceptualiser le harcèlement sexuel. C'est en 1998 par le fait d'une loi numéro 98-756 du 23 décembre 1998. Vous dites qu'on était déjà à la veille de 99. Et c'est en ce moment-là que le législateur ivoirien a pris sur lui de légiférer sur ce phénomène, certainement qui commençait à devenir un peu trop grandissant. Il dit d'abord que quiconque subordonne l'accomplissement d'un service, ça c'est le premier élément, ou bien qui use de menaces de sanctions, ou encore qui exige d'une personne des faveurs de nature sexuelle. Vous voyez qu'on ne dira pas le harcèlement c'est ceci, ou le harcèlement c'est cela. On vous donne un faisceau d'indices qui, eux seuls, peuvent vous conduire à faire croire qu'il y a eu harcèlement sexuel. Et le Code du travail ne va pas plus loin. Le Code du travail dit « Nul ne peut prendre en considération, constitue un harcèlement sexuel des comportements abusifs. » On vous dit bien des comportements abusifs, les menaces, les attaques, les paroles, je vous ai parlé d'attaques, les paroles, les intimidations, les écrits, les attitudes, les agissements répétés à l'encontre d'un salarié ayant pour connotation sexuelle. Alors donc ça nous ramène à la question, hein. Voilà. Quels sont les actes qui pourraient par exemple être qualifiés d'actes de harcèlement sexuel concrètement? En fait, contrairement, il faut bien l'expliquer à nos concitoyens, contrairement aux autres infractions comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol, ou le fait d'user de manœuvres frauduleuses pour porter atteinte au patrimoine des uns et des autres, le harcèlement, ce n'est pas ainsi. Le harcèlement, c'est un faisceau d'indices. Il faut qu'il s'agisse d'actes, mais le Code ne définit pas ces actes. On vous dit les actes abusifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un abus dans ce qui est en train d'être fait. Tout à l'heure, je disais sur le plateau, une drague n'est pas un harcèlement. Un compliment à un collègue, ce n'est pas un harcèlement.
Mais lorsqu'on commence à exiger de ce collègue qu'il puisse faire droit à votre requête et que le refus de faire droit à cette requête doit être suivi de sanctions. Mais maître, un patron qui drague sa secrétaire, on n'a pas besoin de photos. C'est implicite que quelque part, la femme, la personne ou l'homme, parce que ça peut être le patron, ça peut être aussi une femme, vice-versa, c'est implicite là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est implicite qu'on a envie de se soumettre parce qu'on a peur d'éventuelles représailles. Non, si le comportement de la personne crée la peur, on peut dire qu'il y a harcèlement. Mais une fois en passant non plus, il ne peut pas constituer un harcèlement. Il faut que ces actes soient répétés. C'est pourquoi on dit harceler, il faut aller dans l'étymologie du mot harceler. Le harcèlement, c'est une répétition. C'est une constante dans la manière de faire. Une constance, je veux dire, dans la manière de faire. Il lui fait des compliments tous les jours. Il lui dit de rester un peu plus tard, tous les jours de la semaine, il lui dit mais ça. justement, je parle d'abus. Lorsqu'on sait que les heures de travail sont bien réglementées et que vous faites rester la personne pour un surcroît de travail, là on parlera d'heures supplémentaires pour ceux qui en ont droit. Mais si la personne doit rester dans le but d'assouvir vos bas instincts, en ce moment-là, on peut dire qu'il s'agit d'un harcèlement. Oui, ce n'est pas si simple, c'est ce que je disais au début. Si le législateur avait dit, voilà la ligne, on pose tel acte, ça signifie un harcèlement. Le fait de dire les faits de façon concrète. Okay. Par exemple, le législateur a été flou un peu. Bon, pas que le législateur a été flou, le législateur a suivi le concept de harcèlement. Vous voyez que le concept en lui-même, il est difficilement appréhendé. Parce que même dans le Code civil français, les choses ne sont pas si claires. Et même dans toutes les encyclopédies que vous verrez lorsqu'on vous parlera du harcèlement sexuel, on parlera du harcèlement et sexuel. Le harcèlement sexuel ne peut pas se détacher de la notion du harcèlement qui elle-même demeure une notion sans définition véritable, sans définition définitive. Donc c'est un faisceau d'indices. Et même il est plus intéressant qu'il en soit ainsi. Parce que lorsqu'on vous dit les actes qui doivent être constitués du harcèlement, vous voyez que très souvent, pour passer dans les mailles du filet, c'est très difficile. Je dirais même que ce texte-là, il est dangereux parce qu'il va même au-delà de ce que serait si on avait passé son temps à faire une définition propre au harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que lorsque la définition est bien déterminée, il suffit qu'on passe à côté. On n'est pas dans le harcèlement. Vous constatez? Mais lorsqu'on donne un faisceau d'indices, il suffira que celui qui va accuser puisse regarder. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper lorsqu'on dit les actes abusifs. Définissez-moi un acte abusif. Lorsqu'on dit abus, c'est vaste, c'est large. Il dit que le législateur est allé plus loin que ce que nos concitoyens pourraient penser. C'est un faisceau d'indices des actes abusifs. Ce qui peut être considéré comme un compliment pour l'un peut être considéré comme abusif pour l'autre. Ça veut dire si quelqu'un n'aime pas les compliments et qu'on lui en fait tous les jours, à un moment donné, il va dire, mais attendez, c'est abusif. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons que des harcèlements sexuels. Si on devait parler du harcèlement en général, vous verrez que sous d'autres cieux, le fait de dire bonjour tous les jours à quelqu'un peut être considéré comme un harcèlement. D'accord, si la personne s'en plaint. Justement, lorsque ça devient un abus, l'abus ne peut s'analyser. Bonjour, c'est pas un péché. Ah, mais on a vu, regardez la jurisprudence de par le monde. Vous verrez des personnes qu'on poursuit parce qu'ils ont trop dit bonjour à leurs voisins. Qui disent, il me harcèle. Ou bien le fait de trop regarder quelqu'un, il me harcèle. Le fait de trop parler de quelqu'un, finalement, ça devient un harcèlement. Que n'a-t-on pas entendu à un moment donné de notre vie? Mais monsieur, vous me harcelez ou bien madame? Ça devient un harcèlement. Parce qu'on pense que la personne en fait trop. Mais maintenant, ici, pour être plus sérieux, lorsque ce acte-là conduit à avoir un impact sur la relation de travail, en ce moment-là, ça s'élève au stade, au niveau de l'acte sanctionnable. Super. Voilà. Alors, qui peut être victime du harcèlement? Les hommes, les femmes? Qui peut être victime du harcèlement sexuel? Autant le code pénal que le code du travail ne fait de distinction. On dit quiconque pour le code pénal. Au code du travail, on dit le salarié. Femme comme homme peut être victime du harcèlement. Donc, il ne suffit pas, il ne faudrait pas que les hommes pensent, du moins que nos concitoyens pensent que le harcèlement, c'est seulement l'homme contre la femme. Ah non, ça peut être aussi dans le sens inverse. Franchement. Donc, pour dire que tout cela pour vous dire que le harcèlement, autant les hommes sont victimes, autant les femmes sont victimes. Autant les hommes sont auteurs, autant les femmes peuvent être auteurs. Bon, pas sont auteurs, peuvent être auteurs. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de distinction. D'accord. Oui. Moi, je pense qu'il y a
Il y a des précisions sur lesquelles des personnes mal intentionnées peuvent surfer. C'est ça qui me chagrine un peu. C'est-à-dire? C'est pas clair par rapport à ce qui est harcèlement. Parfois, il y a des chefs, il y a des responsables qui vraiment ont beaucoup de vices, qui peuvent contourner, parce que ces personnes-là savent déjà qu'au niveau de la législation, on n'a même pas de statistiques. Dans le reportage, on a donné les statistiques par rapport à la France. Une personne sur 5, j'imagine en Côte d'Ivoire, en Afrique. En général, ça doit être énorme, parce qu'on malheureusement, on n'a pas de statistiques. On espère qu'on en aura. Là, je vous dis, lorsqu'on vous dit, allons doucement, lorsqu'on vous dit, quiconque subordonne l'accomplissement d'un service, vous l'avez dit vous-même, c'est vaste, d'un acte relevant de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle, c'est vaste. Et c'est tellement vaste que je me demande comment on peut contourner. Use de menaces, de sanctions ou de sanctions effectives pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui aura refusé de telles faveurs. Je vous prends un exemple concret. Oui. Un patron qui fait rester sa secrétaire, par exemple, oui. Plus que de raison. Oui. C'est vrai, il va lui payer les heures supplémentaires, oui. mais il aura plus de temps à passer avec elle, ils vont se voir plus longtemps. Oui. Un patron qui va appeler la même secrétaire le dimanche pour intervenir dans un dossier très important, oui. il va préparer le terrain, comme on dit, afin que cette personne soit toujours avec elle, toujours. Et puis après, des fois, ce sont des hommes, hein. Des choses peuvent arriver. Je veux dire, c'est pour dire qu'il y a des esprits mal intentionnés. Vous voyez qu'en matière juridique, on ne présume pas. On le prouve. Et lorsque vous dites, ce sont les hommes, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent préparer le terrain. Pourquoi penser que sur le fondement de c'est des choses qui peuvent arriver, oui, on peut penser que la personne... Non, mais jusqu'à présent, vous voyez comment il est déjà difficile de pouvoir poser ces actes-là sans tomber sous le coup de l'infraction. Ah, ça dépend des personnes. Il y a des massages des pieds, des fois, que tu as assimilés dans d'autres pays. Il y a des massages d'épaule. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que l'acte qui est posé est nécessaire à l'accomplissement de la tâche pour laquelle la personne est embauchée? Oui. Maintenant, est-ce que l'acte qui est posé, lorsque la personne refuse, il peut y avoir des sanctions parce qu'il y aura... Vous savez, en matière juridique, on prend le temps de prévoir les possibilités. Lorsqu'on vous dit quiconque use de menaces, les menaces peuvent être verbales, les menaces peuvent être écrites, les menaces peuvent être seulement par un regard. Et les menaces peuvent être subtiles aussi. Subtiles. Bon, mais la subtilité de la menace qu'on ne peut pas prouver. On ne va jamais venir menacer comme ça de façon frontale. Non, la menace peut être subtile, parce qu'il y a des machiavéliques aussi dans le milieu du travail. Il faut savoir raison garder. Vous savez, tant que c'est la raison qui guide les actes, on se force de les faire de façon réglementaire. Mais lorsque... Vous savez que le harcèlement sexuel, il est à la limite entre la raison et l'inconscient, plus ou moins. C'est pourquoi ce terme-là a été très longtemps l'apanage des psychologues. Et c'est eux qui ont déterminé les actes qui peuvent être constitutifs de harcèlement. Et le livre que vous lirez, que vous verrez, la plupart de ces livres-là ont été écrits par des psychologues. Et donc, pour dire que le harcèlement, il est difficile de pouvoir sauvegarder, de pouvoir conserver, de pouvoir canaliser ses instincts lorsqu'il s'agira de passer le Rubicon. Et là, cette loi-là, on a l'impression qu'elle concerne la relation employeur-employé. Non, ça c'est la relation... Non, on dit use de menace. Est-ce que mon collaborateur... Un service, c'est-à-dire toute personne qui a... Oui. Mon collègue peut avoir une influence, peut user de menaces en me demandant, en me proposant par exemple en me faisant des propositions indécentes. Est-ce que mon exige d'une personne des faveurs de même nature, c'est-à-dire de nature sexuelle, avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même ou pour un tiers, une distinction, un service, une faveur, tout ce qui peut être subordonné à. On dit, bon, vous faites ceci, je vous obtiens ça. Ou bien vous faites ceci et je vous donne cela. Je vous embauche. Oui, quand je dis je, ce n'est pas Maître Koné qui est bien. Bien sûr. La personne dit à la victime de poser un acte de nature sexuelle pour obtenir un avantage, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, subordonner l'obtention d'un avantage pour la personne elle-même ou pour un tiers à l'accomplissement d'un acte de nature sexuelle. Et qui peut conduire à une sanction si le refus est fait. C'est-à-dire faire en sorte que dire que ce qui devrait être obtenu ne le sera pas si le service est refusé. Ou bien ce qui était déjà obtenu va être repris si le service est refusé.
Donc, si le dragueur s'en tient seulement à la drague... Non, le harceleur, pardon. Voilà. Si le harceleur s'en tient seulement à la drague, c'est-à-dire tous les jours... Dans ce cas, c'est le dragueur. D'accord. Donc, on ne peut pas... Donc, il y a la drague à part et le harcèlement à part. Non. Si j'ai un collègue, chaque jour, quand je viens au boulot, qui me fait des propositions, il insiste, ça ne peut pas être considéré comme étant du harcèlement. Le code civil, le code du travail dit autre chose. Aucun salarié, aucune personne, ou en formation ou en stage, ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir refusé de subir des agissements de nature sexuelle, de harcèlement moral, ou de nature sexuelle. Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a refusé de subir ces agissements pour soit conserver son poste ou la licencier. Là, c'est dans le cadre purement professionnel. Comme je l'ai dit au début, le harcèlement sexuel est réglementé à la fois par le code pénal et le code du travail. Donc ça veut dire qu'une personne, si c'est dans le cadre du code du travail, dans le cadre des relations de travail, la personne peut obtenir réparation de son préjudice en tant que personne harcelée. Mais cela ne signifie pas aussi que lorsque votre employé aura été conduit devant les juridictions sociales et qu'il aura subi la sanction adéquate et que vous aurez eu empoché les dommages et intérêts que vous aurez été alloués, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas être poursuivie au pénal. Alors, maître, quel est le recours dont disposent les victimes et puis comment se protéger du harcèlement sexuel au travail? Bon, sur le plan légal, le code ne nous prévoit pas d'éléments de protection. Seulement, vous savez, la loi, c'est cela. La loi prévient des actes. La loi a déjà un cadre général de protection que l'État nous donne. Mais en dehors de cela, lorsque vous êtes victime d'une infraction, si cette infraction est prise en compte dans un domaine bien spécifique, comme le cas du Code du travail ici, vous avez de la latitude de poursuivre la personne qui est auteur de ce harcèlement-là devant les juridictions sociales, en commençant par l'inspection du travail, dont l'autorité à laquelle le recours devient maintenant obligatoire. Et après l'inspection du travail, s'il n'y a pas de conciliation, vous vous retrouvez devant le tribunal du travail, qui, si l'infraction est prouvée, c'est-à-dire si les faits qui vous amènent à saisir le tribunal du travail est prouvé, doit forcément demander une réparation adéquate. Mais ici, ce qui est intéressant et c'est salutaire, le licenciement qui a été fait sur la base d'un harcèlement. S'il savait que ce licenciement-là est sanctionné par le tribunal du travail, l'employeur est tenu de réintégrer l'employé. Mais s'il savait que l'employeur refuse de réintégrer cet employé, ceci serait d'ailleurs difficile compte tenu de ce que les relations de travail auront été sérieusement dégradées. Mais si ça a eu d'une grande entreprise, on peut les séparer. Un cas concret. Et si les personnes sont... Si l'employeur refuse de le réintégrer ou bien de réintégrer l'employé, en ce moment-là, les dommages et intérêts prévus par le code sont alloués. Corinne nous envoie un message. Donc, Corinne, c'est un nom d'emprunt parce qu'elle veut garder l'anonymat. Oui. Mon patron me fait toujours des compliments sur ma tenue, sur mes tenues, sur mes formes. Il exige de moi le port de certaines tenues qu'il préfère selon lui. Il m'a dit une fois, j'aime bien quand vous êtes en jupe, je ne peux rien vous refuser. Comment on appelle ça? Oui, cet acte-là, effectivement, ça commence à sortir du cadre, pas du cadre légal, mais du cadre ordinaire de la décence. J'aime quand vous êtes en jupe, je ne peux rien vous refuser. Oui, c'est des choses qui sortent déjà de la décence. Si cette personne-là est gênée, elle a le droit de croire qu'elle est harcelée. En réalité, c'est cela. Celui qui harcèle, certainement ne peut même pas savoir qu'il harcèle. Parce que pour lui, c'est une manière de faire des compliments, ou bien pour lui, comme il veut atteindre un but, voilà ce qu'il pense. Il prépare le terrain. Pour préparer le terrain, bon, malheureusement, le code n'a pas prévu la préparation du terrain comme une infraction. L'acte préparatoire n'est pas une infraction. Ce que je dis, oui, en réalité, c'est cela. Mais aussi, il ne faut pas oublier le caractère, la nature culturelle de ce que nous vivons. Nous vivons dans des sociétés, par exemple, ce qui peut être considéré comme, je vous ai parlé tout à l'heure du bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, votre voisin pourrait penser que vous le harcelez si vous lui dites bonjour? Non. Vous le saluez le matin, vous le saluez à midi, vous le saluez le soir, mais nous avons eu des cas bien précis. Une jurisprudence, j'aurais pu vous l'apporter ici, où quelqu'un a été condamné pour avoir dit excessivement bonjour. Et donc, ici, en Afrique, bon, pas en Afrique en général, mais le milieu que nous connaissons, faire des compliments à une femme, parfois ça passe comme quelque chose de naturel. Mais c'est seulement lorsque ces compliments-là commencent à atteindre un certain niveau, commencent à dépasser certaines limites, lorsqu'il y a un peu de sang-gêne, lorsque ça devient comme une pression, en ce moment-là, on peut parler de harcèlement.
Vous comprenez? Et donc, ce qui fait que lorsqu'on prend le facteur culturel, très souvent, les gens trouveront que c'est choquant de poursuivre pour harcèlement pour des simples faits de bonjour, ou même pour les faits de je vous aime, bon, pas je vous aime, j'aime votre tenue, ainsi de suite, ou bien vous êtes fraîche ce matin. En général, c'est des choses qui ne pourraient pas passer sous notre yeux. Mais chez nous, ça passerait facilement. Maintenant, si aujourd'hui, on commence à regarder ces actes-là comme des infractions, et que la personne qui l'a subi, commence effectivement à ne plus vouloir, c'était certainement qu'elle se taisait par pression sociale. Mais aujourd'hui que la porte leur est grandement ouverte de considérer ces actes-là comme une infraction, elles sont dans l'attitude de le faire. Mais seulement ce sera à elle de faire la preuve de ce que ces actes-là constituent un harcèlement. Justement, là on parle de compliments. S'il y a quelqu'un qui fait régulièrement des compliments à une tierce personne sans forcément penser à vouloir harceler cette personne sexuellement là, et que l'autre personne prend ces compliments pour du harcèlement et que cette affaire va jusqu'en justice, comment ça va se passer? Oui, mais ce sera la preuve. Il y aura la preuve, il faudra faire la preuve de ce harcèlement. Justement, les preuves. Quelles sont les différentes preuves pour dire que telle attitude doit être considérée comme étant du harcèlement sexuel? Le harcèlement se prouve par tout moyen. C'est un acte, c'est des agissements dont on n'attendra pas qu'il y ait... Bien sûr, des SMS, bien sûr, bien sûr. Le harcèlement se prouve par tout moyen. Des témoignages. Et c'est clair. Les textes sont clairs sur la question. C'est comme en matière pénale. La preuve, il faut la porter par tous les moyens, par des témoignages, par des SMS, par des enregistrements, par tout ce qu'il y a comme élément. Mais aussi, il ne faudrait pas que, et là, il faut qu'on insiste dessus. Il y a des personnes, aujourd'hui, lorsqu'on dira que Maître Koné est passé à la RTI, Matin Bonheur a dit que tels actes sont des actes de harcèlement, qu'on soit immédiatement devant un foisonnement de plaintes. Une drague, un SMS pour dire bon, bonne nuit, kiss, on prendra ça comme un élément de harcèlement parce qu'il y a des personnes qui ont déjà une signature dans leur téléphone où on dit par exemple kiss, ainsi de suite, il suffit d'envoyer des messages en continu, ce mot reviendra. Il faut dire que la loi aussi a prévu des garde-fous. Lorsque nous connaissons bien le caractère avilissant de ces affaires de mœurs, lorsqu'une personne aura été poursuivie et qu'à la fin, on aura découvert que c'était par exemple un harcèlement ou bien un acharnement inutile, que les faits pour lesquels on l'aura poursuivi ne sont pas des faits établis, la sanction est très lourde. Et ça, le code pénal ne padine pas sur la question. Je veux dire, le code pénal ne prend pas les choses à la légère. Celui qui aura été poursuivi pour harcèlement, s'il savait que la personne n'aura rien fait, en ce moment-là, il y a une action en dénonciation calomnieuse qui a des sanctions aussi très lourdes pour la personne qui est auteur de la plainte. Parce qu'ici aussi, il y a un honneur qui aura été sali. Parce que nous connaissons, il ne faut pas se cacher la face. Lorsqu'on aura dévoilé, cet article existe depuis 1998 dans notre code pénal, rarement on l'a utilisé. Mais aujourd'hui, comme on en parle au grand public et qu'on est dans l'ère du temps, suivez mon regard, déjà avant-hier, lors d'une grande cérémonie d'envergure mondiale, ça a été le maître mot, harcèlement. Les hommes tout le monde s'est habillé même en noir. Bon, j'ai voulu faire comme eux, quelque part, pour décrier ce fait. Et c'est aujourd'hui, effectivement, la RTI que je félicite, qui est dans l'ère du temps et qui en parle et qui souhaite que les Ivoiriens soient de plus en plus informés. Aujourd'hui, si on a commencé à vulgariser ces éléments-là chez nous, pour nous dire que cette incrimination n'est pas seulement chez les autres, elle est aussi chez nous. Il ne faudrait pas que des personnes mal intentionnées veuillent utiliser cette lucarne-là comme élément de vengeance. Lorsqu'on se venge et que la vengeance est mal ficelée, lorsqu'on se venge et qu'on se rend compte que ce pourquoi on a poursuivi n'est pas fondé, en retour, la loi prévoit aussi des sanctions. Dernière question, maître, quelles sanctions à l'encontre de l'auteur de harcèlement sexuel? Quand c'est prouvé, quand c'est avéré? Bon, la sanction, il y a le côté pénal et le côté... on dit, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 360 000 à 1 million de francs quiconque commet un harcèlement sexuel. Et quiconque un harcèlement sexuel est puni des mêmes peines privées. Donc, un emprisonnement et une amende. Et maintenant, en dehors de ça, il peut y avoir des dommages et intérêts lorsque le harcèlement est prouvé. Et surtout, maintenant, c'est la personne qui a poursuivi, qui a porté plainte abusivement, devait être sanctionnée. Elle encourt aussi les mêmes peines.
Merci beaucoup, Maître Kiyo Biancone. Merci de nous avoir éclairés. Ainsi s'achève ce programme. Nous avons été très heureux de vous entretenir depuis 5h55. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Au revoir. Ciao, ciao. Audio Jungle.